Bonjour à tous, je suis Jérôme Urvoas. De quoi je vais vous parler sur les 55 prochaines minutes? Je vais vous parler de la permaculture humaine. Et je vais partager avec vous une conviction, c'est que c'est une solution qui permet de bâtir des transitions agiles plus durables. Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est d'applaudir très très fort les sponsors grâce à qui cet événement est possible. Et je vous propose d'applaudir encore plus fort les hommes et les femmes qui sont en blanc ou en sweat noir et tous les organisateurs qui permettent la tenue de cet événement. Bravo! Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est l'après-midi, c'est le temps qui est théoriquement le temps faible. Donc voilà, ça permet de mettre un peu d'énergie. Première petite devinette. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? C'est qui? Léonard de Vinci. Vous êtes très très bon, hein. D'habitude, les gens ils sèchent. Donc Léonard de Vinci. Donc, pourquoi Léonard de Vinci? C'est que je partage avec lui donc une conviction. Donc une situation, alors apocryphe ou pas, je ne sais pas, donc, mais il l'aurait dit a priori, l'homme ne trouvera jamais une invention plus belle, plus simple ou plus directe que la nature, car de ses inventions, rien ne manque et rien n'est excessif. C'est là qu'est notre futur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Léonard de Vinci, hein, sorti de la Joconde, mais c'était un ingénieur également, qui s'est beaucoup inspiré de la nature. Et il y a une notion qui est clé sur laquelle je reviendrai, c'est la notion de biomimétisme. C'est de s'inspirer de la nature donc, pour trouver des solutions. Alors, solutions technologiques. Et mon propos, c'est de se pencher sur la notion d'adaptation et de transition. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler donc de permaculture humaine. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent la permaculture humaine? Oui, j'ai au moins une personne et peut-être à distance, j'en ai. Donc, on verra. Pour les autres, voilà, je ferai un petit partage. Alors, je vous parlerai de transition agile et dans la permaculture humaine, il y a un petit framework aussi qui peut être utilisé donc, pour bâtir donc, une organisation de type permaculture humaine. Je partagerai avec moi au fur et à mesure donc, plusieurs partages d'expériences. C'est des choses que j'expérimente depuis quelques années. Et je finirai par une invitation, puisqu'on m'a dit que Agile Tournante cette année, c'était avant tout des invitations. Alors, qui suis-je? Pour savoir d'où est-ce que je vous parle, donc, moi, je suis Jérôme Urvoas. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé il y a... Alors, je ne dis pas que vous avez commencé il y a longtemps, mais moi, j'ai commencé il y a longtemps. Par du développement logiciel, donc j'ai fait de la conception d'applications, du management d'équipe de développement, et j'ai découvert donc, il y a 18 ans donc, l'agilité. Donc, de l'agilité, j'en suis venu à m'intéresser à tout ce qui est changement, et de changement donc, à du coaching professionnel. Et peut-être le plus important, je vais vous parler des choses qui sont importantes pour moi, donc quelque part mes valeurs. Moi, je crois qu'il y a entre chaque être humain, chaque équipe, un potentiel qui demande qu'à être développé. Les gens sont capables. Je crois à la rencontre et l'ouverture. C'est pour ça que depuis une dizaine d'années, je fais pas mal d'événements donc agiles. Je crois au pouvoir de l'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, hein, c'est quand la somme de deux intelligences fait plus que deux. Alors, en plus, qu'il y a plein de monde, c'est encore plus. Et je crois qu'il est possible d'obtenir des changements qui soient des changements durables, donc non imposés. L'ECRA, c'est mon jardin. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'ECRA dans la salle? Donc l'ECRA, ce n'est pas une ESN, hein, c'est une entreprise qui conçoit, donc qui commercialise des solutions technologiques. On est leader, on est une boîte française, on est leader mondial dans notre secteur. Donc, c'est toutes les solutions qui permettent de manipuler des matériaux souples. Qui est venu en voiture ce matin dans la salle? Ok. Mais pour les gens qui sont venus donc, en voiture ce matin, donc, il y a une chance sur deux pour que la technologie embarquée dans une voiture soit conçue et développée avec des solutions Electra. Donc aujourd'hui, il y a un airbag dans le 2 qui est un airbag sur deux dans le monde qui est coupé avec une machine Electra. On a la moitié du marché mondial. Ok, il y a quand même des gens qui n'ont pas de voiture. Qui a des habits aujourd'hui? Des habits sur lui aujourd'hui. Ok, normalement tout le monde. Il y a plus d'un vêtement sur 4 dans le monde, donc dans sa conception, sa fabrication, qui est fait avec des solutions Electra. Soit des logiciels, soit des machines de découpe sur cette partie-là. Bon, rapidement, boîte française, on est 2500 et on expérimente donc, tout ce qui est agilité depuis 18 ans maintenant. Allez, j'en arrive à mon propos. Ceci est l'entreprise, enfin ma vision de l'entreprise. Alors, à votre avis, pourquoi je vous montre cette image?
C'est la jungle. Alors oui, c'est une image de jungle. Que veut dire la jungle pour toi? Alors, on me dit que dans la jungle, donc dans l'entreprise, il y a des prédateurs et que parfois, effectivement, on ne sait pas où on va. Donc, moi, je vais parler, on est dans un univers complexe. Alors, effectivement, on retrouve cette dimension-là. D'autres propositions? Oui? Énormément de biodiversité, effectivement, je suis d'accord. On a des individus qui sont différents, on a plusieurs équipes, plusieurs départements, avec une diversité donc, dans la façon d'interagir. Autre dimension que je trouve intéressante, c'est que cette entreprise a son propre comportement. C'est un principe de systémie, donc on ne peut pas réduire le comportement d'une entreprise, d'un service, d'une équipe à la somme donc, des comportements des individus. Donc, et pour moi, ce qui caractérise l'entreprise, le mode de fonctionnement d'une entreprise, c'est sa culture d'entreprise. On va retrouver plein de choses dedans. Et donc, une spécificité, une biodiversité. Chaque entreprise est différente, chaque équipe dans une entreprise est différente. Alors ça, c'est super. Qui dit biodiversité dit c'est un organisme qui est vivant, qui est complexe. Et pour autant, en termes de transformation agile, bon, ça fait 18 ans que je fais des transformations. Alors, au sein de mon entreprise, il m'arrive d'intervenir également donc, à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est le cas partout. Et j'ose espérer que c'est de moins en moins le cas, mais parfois on essaie d'imposer une même méthode de travail, un même framework, quelle que soit la biodiversité présente. On va essayer donc d'imposer un framework. Alors, je ne vais pas citer de framework parce qu'après les gens se fâchent. Et peu importe le framework. Pour moi, ce qui importe, c'est la façon dont on essaie de caler ou de calquer, d'imposer ce framework à une organisation, sans forcément tenir compte de la biodiversité, sans tenir compte des ressources déjà en place. Le risque à faire ça, ce que suggère donc la diapositive, c'est que vous allez complètement donc, raser donc, toutes les ressources qui sont existantes et vous en priver. C'est ce qui se passe actuellement dans la forêt amazonienne. Donc, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe, mais il y a beaucoup donc, de culture de soja, ce genre de choses. Et comment ça se passe? Il y a de l'écobuage. Donc, c'est brûlé. C'est super, hein, la forêt étant brûlée. Ça nourrit donc le sol et on a un excellent rendement la première année. La deuxième, c'est pas trop mal. Après, la troisième, c'est fini. Vous avez tué toute biodiversité. Et pour moi, c'est la même chose dans l'entreprise. C'est amener de l'agilité en essayant de calquer quelque chose qui vient de l'extérieur. Je trouve que c'est nuisible. Après, ça n'engage que moi. C'est des convictions que je partage. Alors, vous allez me dire, t'es bien gentil, Jérôme. Alors là, tu nous expliques comment pas faire, mais comment faire. Comment construire donc, un changement qui soit plus durable? Plus durable au sens respectueux des personnes, respectueux des ressources, respectueux de la diversité. Vous avez parlé, Léonard de Vinci, du biomimétisme. Donc, l'idée, c'est de s'intéresser à ce que fait la nature. La nature a plusieurs types. Donc, la première chose, je vous l'ai dit, c'est s'inspirer du mode de fonctionnement naturel. Comment les changements interviennent donc dans la nature? La deuxième chose, c'est tenir compte de la nature spécifique de l'homme. Nous sommes tous différents. Donc, de l'homme et la femme. Je dis H avec un grand homme. Tenir compte de la nature spécifique de chaque environnement. Mais votre entreprise n'est pas comme la mienne. Chaque entreprise est différente. La dernière chose, c'est tout ça, pourquoi? Construire un mode de fonctionnement qui soit plus naturel. C'est-à-dire donc d'épouser la spécificité de chaque individu, de chaque environnement. Tout ça en s'inspirant de la nature. J'en arrive à la permaculture. Est-ce que vous savez quand a émergé ce concept de permaculture? Un indice, c'est mon année de naissance. Gérald, c'est là où je me fâche avec les gens dans la salle. 1962. Ouais, ok. Non, je serais pas loin de la retraite. C'est dommage pour moi, mais non, c'est pas 1962. 68. Waouh. Je suis vraiment vieux. C'est cheveux blancs. On se rapproche, mais c'est pas encore. C'est pas 68. 75, c'est gentil, mais c'est un peu plus vieux. 72. Non, je suis un peu plus jeune que ça. Un tout petit peu plus, normalement, il ne reste plus qu'une réponse. 74, 1974.
Donc, c'est quelque chose qui a été théorisé par Bill Mollison. Donc, Bill Mollison, on va dire, c'est la personne qui est à l'origine. Là, il a travaillé avec un second monsieur qui s'appelle David Hochgren, son padawan. Est-ce que vous reconnaissez la photo? À votre avis, de quelle région ça vient? Alors, Bretagne. Non, c'est pas vrai, il fait beau. Je troll, j'ai un nom breton. J'ai passé toutes mes vacances en Bretagne. Alors, Nouvelle-Zélande, oui, on se rapproche. Donc, c'est une île, c'est proche de la Nouvelle-Zélande. Tasmanie, très bien. Tasmanie, donc une province de l'Australie. Pourquoi la Tasmanie? Parce que la permaculture humaine est née là-bas. Donc, ce monsieur David Hochgren, il habitait dans une petite ville en Tasmanie. Et donc, ce qu'il a vu dans les années 60, il s'est passé un phénomène avec la mondialisation, c'est qu'avant, les petits villages, enfin les petites villes, étaient complètement autonomes. C'est-à-dire, il y avait, donc, produisaient leur nourriture, il y avait leur fabrique de vêtements, leur fabrique de chaussures. Et avec la mondialisation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des grosses usines qui ont monté, il y a des circuits logistiques qui sont mis en place. Et lui a constaté que dans la petite ville dans laquelle il vivait en Tasmanie, progressivement, tous les petits fabricants donc de produits manufacturés ont fermé les uns après les autres. Et cette petite ville et cette île est devenue complètement dépendante des circuits logistiques. Donc, il y a quelque part un appauvrissement de la biodiversité. L'avantage, effectivement, c'est que c'est des produits qui ont baissé en termes de coûts. Donc, il s'est posé énormément de questions donc, face à ça. Et ce qu'il a mis en avant, c'est une philosophie. Parce que les gens, souvent, quand on leur parle de permaculture, ils pensent à la permaculture agricole. C'est comment faire des bulles dans mon jardin, comment marier les différentes espèces. Donc, pour avoir des produits plus sains, on va parler de permaculture agricole. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est que la notion de permaculture, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une philosophie. C'est une façon d'interagir les uns avec les autres. Est-ce que vous connaissez les 3 piliers donc, de la permaculture? A priori, dans la salle, j'ai une personne qui connaît donc, la permaculture humaine. Quels sont les 3 grands piliers? Et vous pouvez jouer en ligne. Ne soyez pas timide. Échange. Quoi d'autre? Bon, je vais vous donner la réponse. Il y a 3 grands piliers, 3 grands concepts, 3 grands principes. Donc, le premier, c'est prendre soin de la terre. Le deuxième, c'est prendre soin des hommes, des personnes. Et le troisième, c'est partager équitablement. Il y a une dimension, donc produire juste ce dont on a besoin et répartir équitablement. Alors, 3 piliers très très simples. Alors, vous allez me dire toujours, ah Jérôme, t'es bien sympa, prendre soin de la terre, partager équitablement, prendre soin des personnes, mais en entreprise, c'est pas vraiment normalement l'objectif des entreprises. C'est avant tout donc gagner de l'argent. Alors, si vous m'aviez dit ça il y a une dizaine d'années, donc je dis oui, effectivement, c'est pas gagné. Il y a 5 ans, j'aurais dit c'est pas gagné, mais il y a une ouverture. Je pense que sincèrement, donc avec ce qui est arrivé d'un point de vue sociétal, donc avec le Covid, avec l'arrivée des problématiques de type RSE donc au sein des entreprises, pression donc à la fois donc des employés, pression donc sociétale, pression des actionnaires maintenant des entreprises. Pour tenir compte de cette dimension donc RSE, je pense qu'il y a une fenêtre de tir par rapport à ça, et qui n'était pas là il y a quelques années. Alors, comment faire ça? Comment changer l'entreprise? Par où commencer, à votre avis? Par où on peut commencer pour changer donc l'entreprise? Le management, les ressources humaines, oui. Et avant ça, il faut commencer par où? Par la culture, oui. Comment on peut changer la culture? Formation, ouais. Il y a des réponses. Ah, j'ai quoi en ligne alors? Sur le terrain, oui, j'achète. Oh, c'est tout. Okay. Donc, il y avait une réponse. Mais la première des choses, c'est commencer par soi. Toutes les réponses que vous avez données, bien sûr, elles sont valides. Mais la seule chose que vous pouvez changer, c'est vous, c'est votre comportement, c'est votre façon d'interagir. Ça peut être effectivement d'avoir une discussion donc, avec les RH, ça peut être essayer d'influer sur votre programme de formation des managers, essayer d'influencer sur votre façon donc, de manager, voir ce que vous pouvez amener donc, au niveau de la culture.
Donc, changer soi à travers les conversations que vous pouvez avoir, c'est avoir un pouvoir d'influence sur l'autre et d'autre en autre, toucher des équipes pour finir par toucher l'entreprise, même toucher le monde sur cette partie. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression. Le propos, c'est pas dire que tout ne dépend que de vous. L'idée et l'invitation, c'est quelque part de faire votre colibri, de commencer par faire votre part. Ce que je vais vous présenter, donc, par la suite, vous retrouvez une grande partie dans un excellent bouquin qui est sorti en 2016, donc, sur la permaculture humaine. Donc, Des clés pour vivre la transition, c'est un livre qui a été écrit par Bernard Alonso et Cécile Guillochon. Il existe en français, il existe également donc, en anglais. Donc, la permaculture humaine. Il y a 12 principes qui régissent la permaculture humaine. Donc, vous les retrouvez là. Ce que j'ai trouvé intéressant, et pourquoi cette lecture, donc elle m'a interpellé, parce qu'immédiatement, j'ai retrouvé tout un ensemble de points communs donc avec l'agilité. Si on fait un rapprochement, réagir au changement de façon créative, observer et interagir, la dimension itération, obtenir une récolte et une production de richesse, donc la notion de valeur, appliquer l'autorégulation et accepter les réactions, la notion de rétrospective, d'adaptation, intégrer plutôt que séparer. Alors, le fait d'avoir une chaîne de valeur donc unique. Tout ça, c'est des principes que l'on retrouve également au niveau de l'agilité. Donc ça m'a interpellé. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver des petites différences. Donc, concevoir le design d'ensemble avant d'en venir au détail. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais moi, quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 15 ans, on faisait la chasse à ce qu'on appelait le big design. Au nom de l'agilité, il ne fallait plus faire de grosses phases de design. Dans ce modèle, donc, il y a comme une phase, on va essayer de concevoir le design d'ensemble. On va revenir dessus. Adopter des solutions modestes et lentes. Alors, modeste en agilité, on retrouve cette dimension-là. On parle beaucoup de frugalité, donc depuis 5-6 ans. Il y a des dimensions lentes. Prendre le temps. Alors là, c'est peut-être une notion un petit peu différente. On a des itérations que dans l'agilité, on va pousser pour avoir des itérations courtes. Favoriser la biodiversité. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas dans l'agilité, mais moi, ce que j'ai constaté sur les premières années, donc en termes de transformation agile, on cherchait beaucoup de personnes qui avaient un comportement collectif, qui faisaient passer le groupe avant leurs propres besoins. Et il y avait pas mal de personnes qui se retrouvaient à l'écart. Repérer et valoriser les effets de bordure. Ça, c'est génial. S'il y a un seul truc à retenir de cette présentation cet après-midi, c'est les effets de bordure. Je vais revenir dessus. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Oui. Juste au précédent. Oui. Éviter la production de déchets. Alors moi, je vois ça comme le côté un peu gaspillage de l'huile. Oui. On est quand même assez agile. Hein, et, tu l'as pas mis, tu dois. Oui. Tu l'as pas mis dans le. Alors, j'aurais pu le mettre, effectivement. Alors pour ceux qui sont à distance, la remarque qui m'est faite, c'est éviter la production de déchets. Donc, en se concentrant sur des choses qui ont de la valeur, et uniquement ce qui a le plus de valeur, effectivement, on va produire moins de déchets. Donc, à ce titre-là, effectivement, j'aurais pu le mettre, le faire figurer donc, en jaune. Et effectivement, on va retrouver un pont avec l'agilité, je suis d'accord avec toi. Développer, alors là, je vous ai parlé donc, des grands principes de la permaculture humaine. Il y a tout un pan autour de tout ce qui est intelligence collective dans la permaculture humaine. Et également avec 12 principes. On va retrouver cette dimension-là. Et là aussi, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est qu'on retrouvait, en tout cas, moi, j'y voyais plein de parallèles. Donc, formuler clairement une intention commune donc, du groupe. Passer du jeu au nous. Donc, il y a la dimension donc, collective. Être vrai et authentique. Féliciter les membres de l'équipe. Écouter, se sentir écouté. Instaurer un climat de confiance. Prendre les décisions par consentement. Quelque part, c'est ce qu'on cherche à faire hein, quand on est sur un sprint de planning ou sur une rétrospective. Favoriser les sessions courtes et fréquentes, daily meetings. Célébrer la vie du groupe, entretenir la joie. Alors, à l'issue de la rétrospective, normalement, on célèbre ce qui a été fait. Donc voilà, tout ça, un ensemble de points communs. Et des choses qui, pour moi, sont complémentaires. Hein. Faire connaissance en évaluant le potentiel donc, de l'équipe. Pareil, je ne suis pas en train de dire qu'on ne le fait pas en agilité. Mais là, c'est érigé donc, en principe. Pratiquer donc le détachement. Alors, par contre, s'il y a pratiquer le détachement, c'est-à-dire dans le sens de ne pas prendre trop les choses donc, à cœur. Une des spécificités qu'on retrouve sur pas mal d'équipes agiles, c'est qu'elles sont souvent très engagées.
Et donc, c'est des environnements qui souvent sont passionnés. Mais sur la notion de permaculture humaine, on va pratiquer cette notion de détachement. Et quand les choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas, et bon, on va s'autoriser peut-être à l'accepter un petit peu plus facilement. Et développer la communication donc, non verbale. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre donc, à ces mécanismes d'intelligence collective. Pareil, il y a des équipes agiles où c'est le cas. Et ces choses qui m'ont paru donc, intéressantes, donc, peut-être à injecter donc, dans la pratique. Voilà, c'était juste un aperçu de ce qu'est la permaculture humaine. Maintenant, je vais en venir donc, à mon propos. Mon propos, c'est designer une transition agile. Donc, avec un petit pattern qui s'appelle OBREDIM. Donc, chaque lettre, donc, il correspond donc à une phase et on va voir ensemble les différentes phases et j'essaierai d'illustrer. Le O, c'est pour observation. Est-ce qu'il y en a qui font de la permaculture agricole, qui ont des buts donc, dans leur web? Ok. Donc, normalement, la première des choses que vous faites avant de planter, ce que vous est demandé, c'est d'observer ce qui se passe. Théoriquement, la première année même, si on est puriste, on ne plante rien. On regarde effectivement comment évolue donc, le terrain. Pourquoi un an? C'est pour voir donc, les 4 saisons sur cette partie-là. Mais là, le propos, c'est au niveau d'une organisation, c'est la même chose. Donc, si vous intervenez donc, au niveau d'une équipe, mais avant de proposer donc, des solutions, l'utilisation de framework, une implémentation de Scrum, Safe, tout ce que vous voulez, Nexus, LESS, comme ça j'en ai cité au moins 3, l'idée c'est de prendre le temps. De prendre le temps de comprendre comment interagit ce système. Et pour ça, l'idée, c'est de faire preuve d'écoute active. Ce matin, sur une session, il y a quelqu'un qui citait Carl Rogers, c'est Christophe Kéromen. L'idée, c'est vraiment d'être dans une écoute, de comprendre donc, ce qui est communiqué donc, par les gens, comprendre comment ils interagissent, sans chercher de solution. Ça, c'est compliqué. Hein. Quand c'est votre métier, donc vous êtes coach agile, vous êtes Scrum Master, vous êtes Product Owner, ben, là, l'idée, ça va être, première des choses, on vous exprime un problème, vous allez une solution qui va émerger. Là, l'idée, c'est de la laisser en sommeil. Donc là, l'idée, c'est d'observer, vivre et ressentir le quotidien de l'équipe en s'installant tout simplement donc, avec elle. Si je vous donne un exemple donc, de pratique, alors moi, j'ai la chance d'intervenir dans une structure donc, sur le long terme, ça fait 18 ans donc, que j'y suis, donc ça m'arrive de passer d'équipe en équipe, voire même de département en département. Je n'ai pas précisé, mais j'interviens au niveau de toute l'entreprise. Autant au début, c'était auprès des 500 personnes donc, qui intervenaient sur du développement logiciel. Aujourd'hui, c'est vraiment toute l'entreprise. Donc, l'idée, c'est d'aller s'asseoir et au moins 1 ou 2 semaines donc, au sein de l'équipe, voir comment elle interagit. Pendant ce temps, vous êtes peut-être sur la queue de votre mission précédente. Voilà. Et ressentir. Pour tout à l'heure, tu m'as parlé de Lean, c'est l'équivalent du Gemba Walk. C'est essayer d'aller voir comment ça se passe sur le terrain donc au quotidien et comprendre vraiment le problème, le rapport au problème, la façon d'interagir les uns avec les autres. Bon, là, je vous ai mis une référence, il faudrait que je l'enlève parce que la théorie, c'est un concept il faudrait plusieurs dizaines de minutes pour l'exposer. Mais c'est quelque chose que je peux utiliser. L'idée, c'est de comprendre, de déconstruire voilà, comment ça fonctionne. Donc ça, c'était pour le O, observer. Deuxième, c'est le B pour bordure. Alors ça, c'est génial. L'idée, c'est d'identifier les zones qui sont proches, qui peuvent être source de nouvelles créativités. Vous êtes dans une équipe. Cette équipe est très certainement amenée à travailler avec d'autres personnes. Donc, l'environnement, il y a une pression de l'environnement qui fait que cette équipe doit adopter de nouvelles pratiques. Donc, plutôt que de lui imposer de façon bête et méchante, l'idée, c'est de repérer en proximité donc, de son écosystème quelles sont les équipes qui ont des approches qui pourraient venir nourrir l'équipe sur laquelle vous voulez avoir une transition. Qu'est-ce que vous voyez sur mon image? Un étang. Alors, c'est un étang, effectivement, entouré d'autres biotopes autour. À votre avis, sur un étang, quelle est la zone la plus riche? Le bord de l'étang, voilà. Le bord de l'étang, parce que donc, derrière, en termes d'espèces, on va retrouver les espèces aquatiques qui vont rencontrer donc, les espèces terrestres. Et si vous passez donc, au bord d'un étang, c'est là où la vie est la plus proche. D'ailleurs, c'est tout sauf
c'est tout, sauf un hasard. Si les plus grandes mutations donc, au niveau de tout ce qui est espèces vivantes se sont faites donc, du passage de l'état aquatique à l'état terrestre. Donc c'est là où il y a des grandes mutations sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est d'identifier les zones qui sont proches, sources de nouveautés et de créativité. Si je vous donne donc des exemples. En l'espace donc, de 18 ans, j'ai dû travailler avec une douzaine de cabinets donc, différents. On a beau être intervenant donc, à l'interne, l'idée c'est de se nourrir donc, également à l'externe. Tous ces cabinets, ces praticiens, à chaque fois, nous ont amené des choses donc, différentes. D'où l'intérêt de travailler avec des gens extérieurs donc, à l'entreprise. Si vous ne travaillez qu'à l'intérieur de l'entreprise, à un moment, vous allez vous scléroser. Ça, c'est la première façon. Ce qu'on a beaucoup pratiqué également, donc en termes de transformation, c'est des benchmarks avec d'autres entreprises. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir comment ça se passe chez les autres et de recevoir les autres aussi. C'est très riche parce que ça permet de, à la fois, donc vous allez voir des choses qui vont vous inspirer, des choses qui vont vous conforter, des choses qui vont vous challenger, et même chose quand les gens viennent chez vous. Donc, ce qu'on a également donc, mis en place, c'est on essaie de faire des BBL, vous voyez ce que c'est, des Brown Bag Lunch, donc sur l'heure du déjeuner. Donc, on fait venir des praticiens donc, externes. Et alors, ça peut être sur des thématiques techniques, des thématiques transformation, etc., etc. Et en contrepartie, ben, nous, on y va. C'est des choses qui sont gratuites. Hein. Ça ne coûte rien. Pendant des années, je n'avais pas beaucoup de moyens. Donc, ben, aujourd'hui, j'en ai donc un peu plus. Donc, on faisait du troc, de l'échange sur cette partie-là. Donc, ça, c'est des contextes. Si vous devez amener un changement dans un service ou un département, en mettant tout ça donc, en place, vous créez donc des bordures. Et c'est les gens eux-mêmes, donc au contact de ces bordures, qui ont l'envie, qui développent une appétence pour introduire ces nouveaux comportements. Ça peut être accueillir des événements inspirants. Je crois savoir, je ne vous l'ai pas dit, donc moi je viens à côté de Bordeaux, je crois savoir aussi à Nantes que vous avez des meet-up, donc Agile et autres. Ben, nous, on a accueilli sur Bordeaux. Donc là, vous avez des photos, des exemples donc, de meet-up qu'on a pu accueillir. Donc, bordure, là, je vous ai parlé donc, avec l'extérieur, mais vous pouvez également créer des bordures à interne. Donc, ben, il y a 18 ans, moi, je travaillais côté R&D logiciel. Et cette notion d'agilité, si vous voulez vraiment transformer, développer une culture agile, il faut toucher toute l'entreprise. Donc, comme on a fait au fil de l'eau, R&D logiciel, naturellement, on a travaillé avec le marketing produit. Donc, PO à l'époque était côté marketing produit, ça se fait plutôt naturellement. On a eu des solutions, donc on est allé vers des solutions SaaS donc, et cloud. Donc, du coup, on s'est retrouvé à travailler de plus en plus donc, avec la DSI. Donc, et au contact de la DSI, il y a des pratiques agiles qui ont essaimé donc, au niveau de la DSI. On a commencé à travailler avec eux. Ben là, si on touchait 3 membres du COMEX, ben le COMEX qui était bloqué donc, sur des problématiques de vision, donc IT, ben, est venu chercher donc, pour travailler donc, avec eux. Et donc, on peut expérimenter donc, des mécaniques d'atelier agile. Donc, du coup, on redescend ensuite donc, au niveau du marketing stratégique, parce que bon, COMEX, il y a toutes les directions qui sont représentées, la DRH. Donc, aujourd'hui, en tant qu'équipe agile, on est prestataire pour l'équipe RH, pour tout ce qui est formation donc en management, leadership agile, la com, et également même, donc aujourd'hui, je vous dis, on a des équipements, donc c'est des grosses machines, hein. Donc une machine Vectra, c'est plus grand que la scène, hein. C'est des gros rouleaux et tout. Et on travaille avec le hardware. Et pourtant, l'univers du hardware, on pourrait se dire, c'est très très loin de l'univers agile, hein. C'est-à-dire, quand il faut commander un châssis, c'est 1 an. Hein. On arrive à injecter donc, des pratiques agiles à ce niveau-là, et même la direction industrielle. Le fait donc, de produire nos machines, on va ramener donc, certaines pratiques, et même les DAF, donc la finance. Donc ça, pour essaimer en interne, là c'est un exemple, donc comment toucher progressivement toutes les parties de l'entreprise. Le développement de communautés transverses ouvertes. Pour les plus vieux, il y a eu un phénomène de mode il y a une dizaine d'années autour de Spotify. Donc, c'est le modèle Spotify. Alors, le modèle Spotify, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, Spotify, il y a un certain nombre de principes qui étaient propres à Spotify, mais en tout cas, il y a des pratiques qu'on pouvait utiliser. Et utiliser des communautés transverses. Parce que moi, il y a l'organisation classique, et après, donc, il y a le fait, c'est de réunir donc, des personnes de façon transverse. Donc, on a beaucoup utilisé la mécanique donc, de communauté. Des communautés de product owners, de Scrum Master, mais là, vous avez une communauté de facilitateurs graphiques. Donc, on a créé cette communauté-là il y a 4-5 ans maintenant, qui aujourd'hui est autonome.
Et donc, cette communauté, elle porte des patterns de facilitation graphique, des patterns d'intelligence collective aujourd'hui. Et même, on peut utiliser les grands événements d'entreprise. Donc, pendant des années, on a fait des grandes messes. Donc, c'est une fois par an, il faut cascader donc, la stratégie. Donc, on louait des églises, des cinémas, on met tout le monde assis. Alors, on met un peu de fun, hein, parce qu'on est agile. Donc, on fait des films, des pièces de théâtre, ce genre de choses. On montre des produits, on fait des démos même sur scène, on fait bien des machines et autres. Mais on tournait un petit peu en rond. Et il y a quelques années, ce qu'on a fait, alors là-bas, c'était un des plus gros fails de ma carrière. On organise ça, on fait du participatif hein, quand on organise ce type de convention, donc on associe tout le monde. Bon, on a une grosse pression donc, opérationnelle et je le sens venir, mais je ne le verbalise pas. Donc, je sentais que les gens n'étaient pas dedans, il n'y avait pas l'envie. Et finalement, 3 ou 4 semaines avant, ça ne faisait vraiment pas. Les gens étaient à la bourre, il n'y avait pas l'énergie. Je pose la question, donc est-ce que vous voulez que du coup qu'on annule et qu'on reporte? Et là, les gens me disent oui. Donc, il faut que je remonte auprès de la direction et je dis voilà, la convention, donc dans 4 semaines, finalement, je préconise de ne pas la faire. Alors là, là j'ai pris la fessée, hein, donc on m'a expliqué, mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt pour être sincère, j'aurais dû le dire plus tôt, parce que je l'avais senti, je pense que quelque part, je m'étais masqué. Donc, on a tout repris à zéro. On a tout repris à zéro et ce qu'on a fait, on a demandé donc à chacun donc vous le décrirez un peu plus tard. Je prends l'exemple, je vous expliquerai ce qu'on a fait donc d'ailleurs sur une phase un peu plus tard. Observation, bordure, ressources. Là, l'idée, c'est de lister les ressources et les besoins donc, du système. Dans votre écosystème, vous avez des ressources qui sont les facteurs humains que vous avez, et il y a des besoins. Alors souvent, on pense à l'interne, on pense au sein du service. Donc, là, vous allez voir les ressources, c'est les gens qui sont partants, vous allez voir de quoi on a besoin, pourquoi, par exemple, on veut absolument fonctionner donc, en Scrum ou dans un autre framework, mais on ne pense pas à faire le tour à l'extérieur. Il y a plein de transfos agiles qui ne plantent pas parce que les gens à l'intérieur du système ne veulent pas, hein. C'est parce qu'à l'extérieur, les gens, ils attendent d'autres choses. Donc là, l'idée, c'est d'avoir cette petite prise de recul, de se poser la question. Donc, à l'extérieur, bon, bien sûr, vous le faites à l'intérieur du système, à l'intérieur du département, de l'équipe que vous accompagnez, mais l'idée, c'est de le faire autour. Ça va vous permettre d'identifier des opportunités. Donc là, vous pouvez utiliser un schéma classique, le SWOT. Tout le monde connaît le SWOT dans la salle? Okay. Bon, c'est un format classique, vous le retrouvez, force, faiblesse, opportunité, menace. Et là, on revient sur mon histoire de convention R&D. Donc, au niveau de la convention R&D, petite prise de recul. Comment on a procédé? Pourquoi on tournait en rond? Donc, c'est le truc que j'ai dû annuler au dernier moment et j'ai pris la fessée. Hein. Pourquoi on tournait en rond? Parce que finalement, il y avait à la fois donc l'événement, ce qu'on se disait, c'est qu'il faut faire un événement pour nos équipes, pour les 500 personnes donc, de la convention. Voilà, on veut un truc pour eux. Et mais derrière, tout ce qui a été proposé par les gens qui étaient impliqués, ils cherchaient donc à répondre, à séduire ou à répondre à ce qu'attendait notre direction. Donc là, ce que j'avais proposé en termes d'exercice, c'est à la fois donc de dissocier de qu'est-ce qui est attendu par les équipes, qu'est-ce qui est attendu des personnes qui organisent et qu'est-ce qui est attendu de notre direction. Et le fait de le poser, mécaniquement, on s'est retrouvé donc à arbitrer et ce qui a été privilégié, c'est ça. Et on a laissé tomber le truc de faire un événement pour les 3 ou 4 personnes de la direction. Et pour la première fois, on a construit quelque chose qui a été disruptif. On a un super campus donc, à côté de Bordeaux. Et c'est chaque équipe qui a fait un genre de mini-atelier toute la journée pour faire découvrir donc, son activité, pour partager toutes les réalisations donc, de l'année et partager l'ambition que chaque équipe avait pour l'année à venir. Et dans des formes très différentes. Mais pour ça, donc, il a fallu vraiment sortir des patterns habituels. Donc, on a vu observation, besoin, ressources, évaluation. Évaluation, et dans la notion permaculture humaine, il y a la notion de niche, qui est une notion qui est utilisée. C'est à chacun sa niche et sa place. Qu'est-ce qu'on met dans la notion donc, de niche? C'est d'essayer d'identifier, on est tous différents. Et donc, notre niche, ce à quoi on aspire, ce à quoi on est compétent est forcément donc, différent.
Et pour autant, par exemple, quand vous faites un changement d'organisation, je ne sais pas si ça vous arrive, le nombre de transformations en termes d'organisation où c'est pensé par 3 ou 4 managers seuls dans leur coin, sans tenir compte des besoins et des aspirations donc des personnes, de leurs envies. Mais là, l'idée, c'est un petit peu de renverser ça et donc d'apprendre à reconnaître, à faire émerger, à faire exprimer quelles sont les niches de chacun. Donc, comment on a fait? On a introduit il y a quelques années donc, des pratiques issues du management 3.0. Donc, on a formé à l'époque plus d'une soixantaine de managers au management donc 3.0. Ça, c'était en 2016. Et aujourd'hui, c'est carrément intégrer ces pratiques. Donc, nous, on preste des formations en interne. Donc, c'est des formations et du coaching donc dans la durée pour tous les nouveaux managers au sein du groupe. Et notamment, c'est apprendre à reconnaître qu'est-ce qui motive les collaborateurs, apprendre à écouter, à reconnaître donc, les difficultés que peuvent avoir les collaborateurs. On a recours au coaching, alors coaching professionnel. Moi, j'ai réussi à créer, il y a 7 ans maintenant, une équipe de coachs professionnels au sein de Nectra. Alors, on est une petite structure, hein, donc on est 2500, mais à l'échelle de 2500 personnes, on a quand même une équipe de 4 coachs dédiés. Alors, on fait un peu d'accompagnement individuel, beaucoup de collectifs, mais voilà, il n'y a pas énormément d'entreprises de cette taille-là qui mettent ces moyens-là en termes d'accompagnement. Évaluation, je vais parler des niches, il y a aussi tout ce qui est rêve et remue-ménage. Quelque chose que vous avez retrouvé dans toutes les transformations agiles ou quand vous lancez un nouveau produit, c'est la dimension vision, la place prépondérante que revêt la vision. Donc l'idée, c'est de co-construire une vision qui soit une vision commune. Et là, c'est peut-être la spécificité, donc la permaculture humaine. Je vais prendre le produit, ça va être la vision produit qui va être incarnée donc, par le product owner. Alors oui, il va être à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes, mais là, cet exercice, l'idée, il se fait en collectif. Et derrière la notion de vision, alors ça va dépendre des personnes. Qu'est-ce qui va inspirer les gens sur une vision? Il y a des personnes, alors moi j'en fais partie, hein. Vous me dites on va aller ensemble sur la Lune pour sauver l'humanité, je vais vous suivre. Et il y a des gens qui ont besoin de savoir comment on va y aller. Hein. Est-ce qu'on va y aller en fusée? Quelle va être la première étape, la deuxième, la troisième? Donc là, l'idée, en le construisant en collectif, la grosse vertu, c'est que les gens vont exprimer donc, ce qu'ils attendent dans leur vision. Autre dimension qui est intéressante, c'est que les gens ils vont embarquer dans votre vision parce qu'ils vont trouver leur vision personnelle dans cette vision collective. Quand c'est la vision d'un homme, alors si la personne est très bon orateur, s'il y a un truc qui est inspirant et autres, Elon Musk il va réussir à vous amener, en tout cas amener une partie des populations. Mais si vous n'êtes pas Elon Musk, le fait de faire confiance à l'intelligence collective, ça vous permet d'embarquer. Là, je vous ai mis plusieurs exemples. Bon, là, c'est un détournement du speedboat. Donc, que l'on a fait. Là, l'idée, c'est de définir la vision, voilà, qu'est-ce qui nous inspire, où est-ce qu'on va aller sur l'île au trésor, et on va retrouver tout un ensemble d'éléments de vision, comment on va y aller, donc pas à pas. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de riche, construit en intelligence collective. Une autre pratique, tirée de tout ce qui est appreciative inquiry et solution focus, c'est la notion donc, de futur idéal. Là, j'étais donc avec un groupe, donc on a une communauté assurance qualité, et là, l'idée, c'était de définir donc à la fois donc, une stratégie de test, donc, mais au-delà de la stratégie de test, c'est en termes de vision, comment on allait y aller. Donc, on a défini donc, quel serait notre idéal donc, avec le collectif. On a défini qu'est-ce qui était déjà là et quels seraient les premiers pas pour se rapprocher de cette dimension-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces exercices sont faits en collectif, que les gens s'expriment et expriment voilà, qu'est-ce qu'ils attendent dans cette vision. Et à partir du moment où il y a un peu de vous dans cette vision, tout de suite, ça change le rapport à la façon de faire. On a passé le E, donc on arrive au D. Le D, c'est pour design. Donc là, l'idée, c'est de s'assurer la viabilité donc, du plan, c'est votre organisation donc, agile. Et donc, comment on va transformer donc, cette vision en petits pas donc, qui soient actionnables, donc en structure. Donc, comment on fait ça? Je vous ai mis plusieurs exemples. Donc, il y a une pratique, c'est Octo qui nous a amené ça. Pareil, ça devait être 2016-2017. Une pratique donc, appelée, donc, je crois qu'il appelait cadrage 360. Donc, on a fait des agile scoping. L'idée, c'est de balayer ensemble tout un ensemble d'éléments et avec le collectif. C'est-à-dire, vous lancez donc, votre organisation
Vous lancez votre produit. L'idée, c'est que vous mettez tout le monde donc, dans la salle. Et vous allez rebalayer ensemble, donc à la fois, quels sont les enjeux de l'entreprise. Pourquoi on lance cette offre? Pourquoi on lance ce produit? Pourquoi on lance cette équipe? Donc, on va prendre du recul sur l'écosystème. Quelles sont les différentes parties prenantes? Comment elles interagissent? Architecture, technique, applicative. On va construire ensemble une roadmap. Bon, la notion de vision, on l'a vu ensemble. On va partager les risques. Et du coup, ensemble, on va plancher sur les contre-mesures. Les critères de succès, les rôles et responsabilités, l'organisation processus, tout ça est fait avec le collectif. Là, je vous ai mis un exemple. Ça, c'est un atelier que j'avais fait avec nos équipes madrilènes. Donc, premier projet qu'on a lancé donc, avec une partie de nos équipes françaises et à Madrid. Et ben, on a pris une partie de l'équipe française, on est allé à Madrid, on a fait ce travail sur 2 jours ensemble. Quand vous passez 2 jours ensemble, vous mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quel est le rôle et la responsabilité de chacun, tout de suite, ça se passe beaucoup mieux par la suite. Là, je vous ai mis un autre exemple réalisé en facilitation graphique, donc, où c'est le lancement de notre équipe architecture. On a trouvé le besoin, on a de multiples logiciels, on a fait beaucoup de croissance externe, donc le besoin de se structurer, on a créé cette équipe-là. Donc là, pareil, on a répondu ensemble à un certain nombre de questions clés. Et lorsqu'on retrouve la dimension commune, c'est fait ensemble. Le I, c'est pour installation. Donc, une fois qu'on a designé, il faut l'installer. On va retrouver cette notion d'itérative. Moi, je crois beaucoup au management visuel. Donc, alors, moi, je suis malheureux depuis le Covid, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été digitalisées. Management visuel, je rappelle, ce n'est pas forcément le tableau qu'il y a. Le management visuel, c'est l'interaction qu'il y a autour du tableau. Le tableau vous sert juste à identifier, avoir une même représentation des choses, à identifier ensemble les problèmes. Et là, l'idée, c'est de voir comment, ensemble, on trouve des solutions. On va partager un même état et ensuite, on interagit pour trouver des pistes de solutions. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces notions de management visuel pour installer les modes de fonctionnement, pour venir les soutenir. Bon, maintenance, ça, vous connaissez ça par cœur. C'est développer une culture du feedback, c'est se dire quand c'est OK pour tout le monde, quand ça va bien, donc feedback positif d'ancrage. Mais c'est également donc, des spécificités de la permaculture humaine. On va pas hésiter à changer l'organisation de travail. Là, je vous ai mis des exemples, alors, des rétrospectives, des petites, des grosses. Là, vous avez l'exemple d'une grosse rétrospective qu'on avait fait. Donc, 8 équipes âgées qui travaillaient sur le même produit. On a fait à la fin donc un gros forum ouvert pour apprendre de ce qu'on avait livré en termes d'itération. Et vous avez des choses de plus petites aussi. Adapter l'organisation à chaque fois possible. Et puis, célébration, donc faire la fête. Ne pas hésiter par rapport à ça. En synthèse, donc si vous voulez designer une transition agile, première chose, observer. Plus qu'observer, c'est prendre le temps. Ça, c'est contre-intuitif. Quand vous les transformez, en général, c'est urgent. Modèle de John Kotter, créer le sentiment d'urgence. Non, parfois, si vous voulez quelque chose de durable, il faut savoir prendre le temps. B, identifier, s'appuyer sur les bordures. Et ça, c'est ultra puissant. Plutôt que passer par de la formation, vous allez asséner donc des concepts. Si vous mettez les gens en contact et qu'eux-mêmes, à travers un travail de questionnement ou par mimétisme, adoptent ces nouveaux comportements, ça va vous faciliter la vie. Le R, pour recenser les ressources, les facteurs limitants et les besoins à l'intérieur du système, mais aussi à l'extérieur du système. Le E, c'est évaluer les envies et les aspirations de chacun. Quelle est la niche? Et faire émerger donc, celle du groupe également. Les groupes peuvent avoir des envies. Le D, c'est prendre le temps de designer donc, votre organisation. J'aurais pu partager avec vous des exemples. On a repensé notre organisation il y a 2 ans suite au rachat de nos concurrents américains. On a fait des ateliers franco-américains. Le I, c'est soutenir l'installation à travers la mise en place de rituels et de management visuel. Et le M, c'est maintenir le système en mettant en place des boucles de feedback. Actuellement, mon grand sujet, c'est comment on développe une culture du feedback dans un environnement international. C'est comment on apprend à se dire les choses quand ça ne va pas. Quand vous avez des Indiens, des Américains, des Français, ce n'est pas la même façon d'appréhender le feedback. Donc voilà, Aubrey Dim. Et je voulais finir par une invitation. Donc mon invitation, nous sommes jeudi.
il y en a qui auront la chance d'être encore là vendredi. Donc, on va dire, allez, lundi, j'aimerais vous proposer de peut-être renoncer donc, aux transformations. Alors, je ne parle pas forcément des grosses transformations, c'est amener donc, un changement donc, auprès d'un collègue ou auprès de votre équipe. Donc, d'essayer donc, d'imposer, donc, de renoncer à imposer une transformation et de prendre le temps. De prendre le temps peut-être d'utiliser une partie de ce qu'on a pu voir ensemble. Tout ça pourquoi ? Pour s'autoriser à co-construire une transition qui soit plus durable. Donc, cette notion de, vous l'aurez compris, il y a cette notion de temps et cette notion de co-construction qui, pour moi, sont juste des évidences et qui, parfois, sont pas forcément là dans les transformations âgées auxquelles on est confronté. Voilà, j'ai fait mon colibri, j'ai fait ma part, j'ai partagé. Je vous ai mis des références, je n'ai pas précisé, mais je vais mettre à dispo les slides via les réseaux sociaux. Je vais le mettre sur LinkedIn, je taguerai Agile Nantes, comme ça vous permettra de les récupérer si vous voulez. N'hésitez pas à faire tourner si vous y voyez de la valeur. Remerciements. Un remerciement à vous, public, qui êtes resté là. À l'équipe d'organisation Agile Tournante, c'est un super événement. Pendant des années, je n'ai pas pu... Ouais, on peut les applaudir, ouais. C'est la première fois que je viens. J'ai honte, mais c'est la première fois que je viens parce que pendant des années, c'était en même temps que Agile Tour Bordeaux. Voilà. Puis à mes collègues, à la communauté Colibri Electra, mes pairs, mes étudiants et ma formidable famille qui accepte de venir en vacances partout où il y a un Agile Tour. Voilà le routine. Vous l'avez compris, je suis preneur de feedback et les questions. Oui. Alors, pour les gens qui sont à distance, donc on dit que je n'ai pas parlé de la perma-entreprise, donc principe qui a émergé donc, chez Nord6, qui a même intégré donc, tout un ensemble de choses dans sa raison d'être, donc entreprise donc, à mission. Oui, effectivement, j'en ai pas parlé. Parce que donc c'est, alors je vous l'ai pas dit, mais la première version de cette conférence, je l'ai faite il y a 4 ans, je crois. J'avais joué à Agile Tour Montréal sur cette partie-là. Donc ça a émergé donc en parallèle. Donc, quand j'ai élaboré donc ça, quand j'ai eu le bouquin en 2016, il n'y avait pas de notion de perma-entreprise sur cette dimension-là. Ouais. Une spécificité donc, de Nord6, c'est que Nord6 aussi commercialise donc, des accompagnements donc, sur ces parties-là. Moi, je ne commercialise rien donc, là, sur ces dimensions. Après, oui, en termes de valeur, en termes de principe, on va retrouver les mêmes choses. Les 3 piliers qu'on a vus donc, ensemble, c'est les 3 mêmes qui sont sous-jacents à la raison d'être de Nord6. Ils essaient d'incarner également donc, dans le mode de gouvernance, dans la façon de faire. Je pense qu'ils militent. Ils essaient de faire connaître également donc, ce modèle-là. Mais je connais, oui, messieurs Creusard, père et fils. Brosard. Est-ce que vous avez d'autres questions, des questions en ligne? Bon, ben, il me reste à vous remercier. Et si vous avez des questions donc après, vous pouvez me les envoyer, je réponds. Alors, des fois, je mets un petit peu de temps. Et belle fin d'Agile Tournante.